Alors, chers collègues et chers amis, merci d'être venus pour cette seconde journée de notre colloque Rencontre autour du jeu. Et après la journée si riche et si intense d'hier, nous sommes un peu fatigués, mais aussi très stimulés. Et nous pouvons ouvrir cette seconde journée du colloque. Je laisse immédiatement la parole à Isabelle Varescon qui va présider cette première séance. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On a une journée bien chargée, mais bien passionnante également. Et j'ai de surcroît un plaisir aussi très particulier de pouvoir animer cette table ronde. Et peut-être qu'on va très rapidement commencer. Donc on va débuter par une intervention sur les facteurs prédictifs de la pratique des activités de jeux d'argent et de jeux excessifs chez les 15-17 ans. Et pour ça, on a le plaisir et l'honneur d'avoir Jean-Michel Coste présent avec nous aujourd'hui, qui est socio-épidémiologiste des addictions. Il était directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies de 1995 à 2011, puis secrétaire général de l'Observatoire des jeux de 2011 à 2020, et depuis 2020, il est membre du Collège de l'Autorité nationale des jeux. Bon, je ne vais pas vous refaire tout son CV parce que c'est un CV extrêmement long, extrêmement riche, très impressionnant. Donc, je crois que ce qui va être surtout intéressant pour nous, c'est de l'écouter ce matin. Et puis ensuite, nous aurons sûrement un petit peu de temps pour les questions. Monsieur le Président, ça va comme ça? On laissera un peu de temps pour les questions. La deuxième communication, peut-être? On regroupe les questions? Oui, au moment de la discussion à 10h30. Donc, gardez bien vos questions, notez-les. Et puis, ensuite, nous aurons un temps d'échange ensemble. À vous. Merci beaucoup. Je vais vous présenter donc quelques résultats, parce que c'est que quelques résultats sur une enquête qui a été menée assez récemment, l'année dernière, sur les pratiques de jeux d'argent des jeunes mineurs. Bon, le plan de ma présentation est très classique. Je vais en fait aborder du point de vue des résultats deux séries de résultats. Une première sur les pratiques elles-mêmes et les facteurs prédictifs de cette pratique de jeu d'argent chez les jeunes mineurs. Et puis dans un deuxième temps, je vais aborder la question des pratiques problématiques. Ces résultats ont fait l'objet d'une première publication sur les pratiques de jeu d'argent par la CEDAP, et au mois de novembre sortira une deuxième publication assez fouillée sur la question des facteurs prédictifs du jeu excessif chez les mineurs. Voilà. Donc la prévention du jeu des mineurs, comme vous le savez, dans la loi et sur les jeux d'argent est une priorité maintenant bien affichée des politiques publiques. Au niveau international, on a depuis 20 ou 30 ans, même plus, une multitude de travaux sur ces questions, relativement peu ou beaucoup moins en France, malgré la mise en évidence depuis maintenant quelques années qu'il existe une part conséquente de jeunes mineurs qui pratiquent ce type de jeu. Vous savez que la loi prescrit une interdiction. Alors, il y a souvent confusion, ce n'est pas une interdiction des pratiques de jeux d'argent par les mineurs, mais c'est une interdiction de l'offre de jeux, de ces jeux aux mineurs. Donc, dans ce contexte, la CEDAP a lancé un programme de recherche qui s'intitule Enjeux mineurs, destiné à combler en partie ces lacunes de connaissances, et cette enquête en fait partie. Alors, l'enquête en elle-même a été réalisée au milieu de l'année 2021, donc mai-juin 2021. C'est une enquête qui porte sur un échantillon de 5000 jeunes âgés de 15 à 17 ans, qui ont été sélectionnés selon la méthode des quotas, quotas basés sur le genre, l'âge et les grandes régions administratives, avec évidemment, comme toute enquête sur les mineurs, l'accord des parents. Le panel, c'est une enquête sur Internet utilisée, est celui d'un institut spécialisé sur les études parents et enfants qui s'appelle IDM Family.
Et le questionnaire en ligne était d'une durée moyenne de 12 minutes. Je précise ceci parce que ça paraît court, mais en fait ça permet quand même une investigation assez approfondie. Le questionnaire portait sur beaucoup de variables, les caractéristiques sociodémographiques, les pratiques évidemment des jeux d'argent, à la fois l'initiation mais aussi les pratiques actuelles, l'environnement des joueurs, notamment l'environnement familial, la perception de leurs pertes, de leurs gains, la perception des risques aussi, et il y avait un volet sur les publicités. Il y avait quelques échelles validées, notamment sur les motivations, l'impulsivité et sur le problème de jeu. Comme dans toutes les enquêtes nationales en France, on a utilisé l'indice canadien du jeu excessif. Au niveau des analyses, notamment quand je vais parler de facteurs prédictifs, donc on a mené toute une série de régressions logistiques par famille de variables. Pour les variables de type qualitative ou catégorielle, les odds ratios donc ont été ajustés par bloc de variables étudiées et également ajustés selon le genre. Et pour les variables quantitatives, on a fait donc des corrélations et des tests de significativité. Alors, tout de suite sur les résultats, sur déjà les pratiques de jeu d'argent parmi les jeunes mineurs. Le résultat principal, c'est que ça donne une estimation d'environ 36%. Donc on considère en 2021 que 36% des jeunes âgés de 15 à 17 ans ont pratiqué au moins une fois au cours des 12 derniers mois à un jeu d'argent. Sans surprise, donc les principaux jeux pratiqués sont les jeux de grattage-tirage, mais aussi les paris sportifs. Et peut-être un peu plus surprenant, même si je fais partie de ceux qui pensent que c'est un phénomène émergent et qui va se développer de plus en plus et qui est un enjeu extrêmement important à l'avenir, des paris sur des compétitions de e-sport. Qui est d'ailleurs une offre qui actuellement n'est pas une offre légale. Si on compare avec des enquêtes, alors c'est toujours difficile de faire des comparaisons parce que les méthodologies peuvent différer, mais notamment l'enquête 2014 qui était une enquête sur l'ensemble des joueurs mais qui avait un sous-échantillon d'environ 600 jeunes âgés de 15 à 17 ans, donc 2014, et en 2017 une enquête réalisée régulièrement par l'OFDT auprès des jeunes de 17 ans qui s'appelle Escapade. Les résultats sont quand même, du point de vue des évolutions, assez significatifs et montrent deux phénomènes que je trouve intéressants à pointer ici. Le premier, c'est une uniformisation des comportements entre garçons et filles. En fait, c'est un des principaux résultats de 2021, c'est qu'il n'y a quasiment plus de différence au niveau de la pratique, en tous les cas, des jeux d'argent entre garçons et filles. Donc on a, depuis 2014, assisté à un double mouvement, à la fois de diminution de la prévalence chez les garçons et une augmentation chez les filles. Et puis la forte croissance, voire l'explosion, alors non parce qu'elles ne sont pas encore majoritaires, mais en tous les cas, une très forte croissance des pratiques sur Internet. Alors, quels sont les facteurs prédictifs de la pratique de jeux d'argent à cet âge? J'examinerai très rapidement deux familles de données. La première famille de données, c'est les caractéristiques sociodémographiques. En fait, deux variables ressortent en temps. Alors, le code couleur utilisé ici, c'est rouge, c'est facteurs prédictifs positifs, c'est-à-dire qui sont liés à une plus forte prévalence, une plus forte pratique des jeux d'argent, et en vert, une moindre pratique. Donc, l'âge, sans surprise, à 17 ans, on pratique plus qu'à 15 ans, et également la CSP des parents, où ce sont les jeunes
dont les parents appartiennent à des CSP supérieurs, que ce soit le père ou la mère, qui jouent plus à ce type de jeu. Mais en fait, le principal résultat de l'analyse globale sur cette famille sociodémographique, c'est sans doute ce qui n'est pas significatif, à savoir que, assez globalement, les marqueurs sociodémographiques ne sont pas très prononcés. Donc on peut dire que ce type de pratique s'est répandu dans toutes les couches de la population, premier grand enseignement. Et le deuxième, c'est que la différence garçon-fille n'existe plus, donc n'est plus significative. Deuxième série de facteurs prédictifs, on a regardé en fait les questions relatives aux relations avec les parents. Et très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, ce que dit ce tableau, c'est que quand on les compare aux jeunes dont les parents ne sont pas au courant de leurs loisirs, ne sont pas au courant de leurs sorties ou ne leur apportent que peu ou pas de soutien moral, les jeunes dont les parents sont plutôt au courant de leur sortie, plutôt au courant de leurs loisirs ou leur apportent souvent du soutien moral, sont en fait moins joueurs de jeux d'argent. Je reviendrai parce que cette question des relations avec les parents est un marqueur extrêmement fort dans le deuxième volet des résultats que je vais examiner, qui est celui du jeu problématique. La question de l'implication des parents est un résultat extrêmement fort de l'enquête. Donc sur ce tableau, qui est un des tableaux parmi d'autres que vous trouverez dans la publication, on voit que très majoritairement les parents donc sont au courant et approuvent les pratiques de jeu de leurs enfants. Et quand ils sont au courant, également, autre information importante, ils en discutent. Et notamment, ils discutent des risques que comportent ces jeux avec leurs enfants. Bon, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que la perception des risques chez les parents, elle peut être aussi biaisée que chez les enfants. Et il peut y avoir un phénomène de minimisation des risques. Mais en tous les cas, il y a bien un dialogue qui... pour une partie extrêmement importante de la population qui s'installe entre les parents et les enfants. Et je reviendrai aussi, puisque c'est un des résultats forts, cette question de l'implication des familles, on va le retrouver sur le jeu problématique. Donc, passons au deuxième volet, le jeu problématique. Je suis encore dans les temps, oui. Tout d'abord des résultats macro. Donc l'enquête permet de déterminer ce qu'on appelle une prévalence du jeu problématique. Donc l'outil utilisé, c'est l'indice canadien du jeu excessif. Vous pouvez voir que parmi l'ensemble de la population, donc dont seul un tiers joue à ces jeux, mais si on fait des prévalences sur l'ensemble de la population de 15-17 ans, on peut estimer les pratiques à risque modéré à 4,5% de l'ensemble de l'échantillon et les pratiques du jeu excessif à 7,6%. Évidemment, ces proportions augmentent si on ne considère comme base que les joueurs. Donc, des proportions de jeux problématiques, si on regroupe risque modéré et un risque excessif, extrêmement élevé. Du point de vue évolution, même s'il est difficile, les évolutions sont en très nette hausse par rapport aux années précédentes. Alors, je vais survoler, parce que j'ai relativement peu de temps, je vais survoler en 2 slides l'examen des facteurs prédictifs du jeu problématique. Donc on a examiné toute une série de variables, à la fois de contexte, de comportement ou de caractéristiques personnelles, et on a regardé si ces variables avaient une influence, une association avec le niveau du jeu problématique. Pour un raccourci de présentation, je vais appeler ça des facteurs prédictifs, mais évidemment sans pour cela rentrer
dans une logique de causalité. Donc quand je dis facteur prédictif, c'est qu'il y a une association entre ce facteur et une forte prévalence de jeux problématiques. Donc première série de variables, on a regardé toutes les variables sociodémographiques, en fait qui sont assez classiques dans les études internationales. Sur l'étude française, il n'y a pas grand-chose qui ressort sur le jeu problématique, à part le classique, c'est-à-dire les garçons ont un risque plus important que les filles, mais les odds ratios sont, alors je ne vous les présente pas là parce que ça serait assommant, mais vous les aurez dans la publication, sont relativement faibles, même s'ils sont significatifs. Donc des facteurs sociodémographiques assez peu marqués en tant que facteurs prédictifs du jeu problématique. Par contre, les pratiques de jeu, évidemment, il y a des associations et des liens beaucoup plus forts, pas avec la fréquence de jeu, mais avec la dépense, avec le fait de pratiquer en ligne plutôt que sur les points de vente. Le fait également aussi de pratiquer des jeux d'argent fictifs, c'est-à-dire sans mise financière, et évidemment en fonction de l'activité pratiquée. Juste un exemple de tableau des régressions que je vous présente ici, celui sur les habitudes de jeu. Au milieu, vous voyez une typologie, je n'ai pas le temps de la décrire ici, mais dans la première publication, on avait construit une typologie en fonction de la nature des jeux pratiqués, et on voit le risque extrêmement fort, le surrisque extrêmement fort de jeux problématiques pour un noyau qui représente environ 6 à 7% des jeunes joueurs qui sont des multijoueurs. En fait, ce sont des jeunes qui jouent à tous les jeux. Ces jeunes ont un risque particulièrement marqué. On a regardé également les questions de motivation de jeu. Toutes les dimensions de la motivation de jeu sont impliquées, associées aux jeux problématiques, avec une accentuation pour les motivations de type coping. Et également sur les 4 facettes de l'impulsivité examinées, 3 sont impliquées comme facteurs prédictifs du jeu problématique. Autre série de variables qui ont été étudiées, la question de la publicité. Alors c'est très difficile en très peu de temps de rentrer dans le détail, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une association assez forte avec les jeux problématiques, pas tant sur la mémorisation. En fait, la mémorisation globale, certes, des joueurs problématiques est plus importante sur les publicités. Je renvoie à l'excellente présentation qu'il y a eu hier. Mais ça dépend en fait des supports. Quand on rentre dans le détail, les jeunes joueurs problématiques, le marqueur est surtout fort pour les publicités sur les médias sociaux et sur l'Internet que les publicités plus classiques. Par contre, le lien est beaucoup plus fort sur le fait de réception de publicité ciblée. Et ce qui est aussi assez marquant, c'est que les jeunes joueurs problématiques perçoivent beaucoup plus que les autres l'influence négative que les publicités peuvent avoir sur leur pratique. Sans surprise, puisque la CEDAP avait déjà fait une enquête globale sur les adultes, l'expérience de gain marquant est un marqueur extrêmement fort associé aux jeux problématiques. Autre famille de variables où par contre les résultats ne ressortent pas ou ne sont pas significatifs, c'est la question des partenaires de jeu. On avait interrogé les jeunes sur avec qui ils jouaient, avec leurs parents, très fréquemment, avec leurs amis ou seuls, etc. Et ces variables-là ne ressortent pas comme facteurs associés aux jeux problématiques. De même, on les avait interrogés sur la provenance de l'argent misé. Très souvent, cette provenance, c'est les parents.
Mais ces facteurs ne ressortent pas comme des facteurs associés aux jeux problématiques, sauf un seul qui ressort avec un odds ratio extrêmement élevé, c'est l'emprunt. Donc ça, c'est un marqueur très fort du jeu problématique, quand le jeune emprunte notamment, alors pour être plus précis, à des amis, des sommes pour pouvoir financer son jeu. Enfin, la dernière famille, et je n'aurai pas été exhaustif, qu'on va examiner, c'est l'attitude des parents sur le jeu de leurs enfants. Ici, donc, j'ai un résultat un peu plus détaillé. Que nous disent ces résultats? En fait, si on est assez grossier, on peut dire que le fait que les parents ne soient pas au courant ou soient au courant et désapprouvent les pratiques de leurs enfants est un marqueur, plutôt un facteur prédictif positif, c'est-à-dire qui va renforcer la fréquence, la prévalence du jeu problématique. Alors que quand ils sont au courant, le fait qu'ils en parlent et qu'ils parlent des risques avec leurs enfants ressort comme un facteur prédictif négatif, c'est-à-dire même si on ne peut pas faire de relation de cause à effet, mais qui serait plutôt à classer dans les facteurs de protection. Voilà, j'en viens maintenant à mes conclusions. Je suis toujours dans les délais. Ok. Donc, que nous dit cette enquête? Tout d'abord que le niveau des pratiques du jeu d'argent et de hasard chez les jeunes mineurs en France demeure à un niveau élevé. Que quand on regarde les facteurs individuels ou les variables de contexte, il y a une chose qui ressort assez fortement, c'est l'implication des parents en ce domaine. Alors je parle bien non pas de la partie problématique, mais le fait de participer à des jeux d'argent. Qu'on constate une forte augmentation et une forte proportion, mais aussi en augmentation des jeunes Français mineurs joueurs excessifs, dans un contexte, comme vous le savez, d'émergence de nouveaux modes de jeu qui attirent fortement les jeunes, soit des jeux traditionnels comme les paris sportifs, mais aussi des jeux, j'évoque notamment la question des e-sports. Que l'analyse des facteurs prédictifs fait ressortir un certain nombre de facteurs associés aux jeux problématiques, notamment sur le type de jeu, le rôle des publicités, les expériences de gains marquants, le développement des croyances erronées. Je ne l'ai pas abordé, mais c'est quelque chose qui ressort également dans l'étude. Certaines attitudes et comportements des parents sont liés aux pratiques excessives. Alors on l'a vu, il faut nuancer ce constat, puisqu'il y a des associations qui vont dans un sens positif ou un accroissement des pratiques, mais également négatives, donc qui sont en tous les cas, me semble-t-il, à prendre sérieusement en compte dans la construction des stratégies de prévention. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a noté quand même, en tous les cas dans leurs déclarations, que les jeunes joueurs, y compris les jeunes joueurs excessifs, déclarent en tous les cas percevoir les risques, certains risques et problèmes liés à cette pratique, même si c'est en les minimisant. Donc tout ceci, me semble-t-il, devrait nous amener à revoir notre stratégie de prévention qui est inscrite dans la loi du jeu des mineurs et du jeu et des problèmes liés au jeu. Vous savez qu'actuellement, la stratégie, elle est bâtie sur une ligne unique, un peu la ligne Maginot de la prévention, c'est-à-dire qu'on pense qu'avec l'interdiction de la pratique de jeu des mineurs, on a réglé le problème. L'enquête nous confirme que de toute façon, cette interdiction, elle est très largement contournée, que cette ligne est débordée.
évidemment avec l'appui des parents, mais est-ce qu'on peut jeter la pierre aux parents dans une société qui, de toute façon, accepte ces jeux, puisqu'elle en permet une publicité quasiment sans contrainte? Donc il est difficile de demander aux parents d'aller vers une non-acceptation sociale de ces comportements. Donc en tous les cas, cette ligne Maginot complètement débordée nécessiterait au moins qu'il y ait des lignes de défense derrière un peu plus efficaces, notamment des stratégies qui ont fait leurs preuves dans d'autres domaines des addictions, à savoir des stratégies basées sur une approche de réduction des risques et des dommages. Et pour cela, l'enquête, me semble-t-il, nous fournit beaucoup d'éléments, notamment pour des programmes de sensibilisation au risque, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis des jeunes, mais également vis-à-vis des parents, dont on voit le rôle assez fondamental, à la fois dans l'initiation des pratiques, la poursuite des pratiques, mais également sur les partages qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants sur les risques encourus par de telles pratiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, cher Jean-Michel, merci beaucoup. C'est pas facile de résumer une telle étude d'une telle ampleur. On a très envie d'avoir les détails. Et la publication, Jean-Michel, c'est pour Mi-novembre ou fin novembre. Donc la deuxième publication. Oui, la première portée sur les pratiques de jeux d'argent et la deuxième sera plus ciblée sur le jeu problématique et notamment les facteurs prédictifs du jeu problématique chez les mineurs. À quel endroit on pourra peut-être rappeler la source? Donc ça, c'est des publications que vous pouvez trouver sur le site de la CEDAP. Ça sera donc un zoom recherche de la CEDAP. Bon, après, il y aura peut-être d'autres publications, mais pour le grand public, ça sera un zoom recherche CEDAP. Et en général, l'Udocorpus aussi relaie la publication. Oui. Hein, et Donc, toujours dans l'infolettre de l'Udocorpus, vous pourrez le retrouver à ce niveau-là aussi. Donc, merci beaucoup, Jean-Michel, pour une étude, je pense, je voyais... en fait, je vous regardais beaucoup parce que je pouvais pas... J'écoutais avec beaucoup d'attention Jean-Michel, mais je devais tourner la tête pour le diaporama, donc je vous observais plus, et j'ai vu que vous étiez un bon nombre à prendre beaucoup de notes, parce que je pense que c'est vraiment une étude extrêmement importante en termes d'envergure, en termes de méthode, en termes de variables évaluées, et donner la place aussi au contexte et à l'environnement familial me paraît capital, comme ça a été justement rappelé, pour les messages notamment de prévention et de réduction des risques. Mais donc je vais vous demander d'inhiber vos questions pour tout à l'heure, donc un petit travail d'inhibition mentale.